pourquoi en rhumatologie, on s'intéresse aussi à la pollution? Parce qu'en rhumatologie, on a un certain nombre de maladies qui sont médiées par une immunologie forte, par un certain nombre de cytokines, et on sait que ces maladies-là, elles sont liées à des étiologies qui sont multifactorielles. On sait, par exemple, je vais prendre la grande maladie qui est la polyarthrite rhumatoïde, c'est notre maladie phare. Cette maladie, elle va être médiée par une étiologie qui va être génétique. On sait que la génétique est extrêmement importante, ça a été démontré depuis maintenant 30 à 40 ans. On sait qu'il y a l'immunologie qui va jouer un rôle important, mais on sait aussi que le facteur environnemental dans la maladie est extrêmement important. Ça a été montré depuis un certain nombre d'années, et ceux qui sont intéressés à l'épidémiologie de la polyarthrite rhumatoïde ont pu montrer qu'au fil des années, en fait, on a une espèce de maladie qui évolue, dont la prévalence est fluctuante au cours du temps, et fluctuante pour un certain nombre de raisons, pour des variations notamment liées aux infections et autres. Donc l'environnement joue un rôle important dans cette maladie, et ces dernières années, on a mis en évidence que cet environnement, il était en relation aussi avec des facteurs, des choses qui se produisaient au niveau des poumons. Donc lorsqu'on parle poumons, on va penser à tabac, et on va penser aussi d'autres facteurs environnementaux, et bien entendu, on va penser à la pollution. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont commencé à se poser la question, et nous, dans la grande famille des rhumatologues, on s'est posé la question de savoir si la pollution pouvait jouer un rôle dans ces maladies-là, sachant que nos maladies, notamment la polyarthrite rhumatoïde, au niveau des poumons, il y a un système qui se met en route, qu'on appelle la citrulination, qui va se faire, et après qui va entraîner au développement d'anticorps qui sont responsables de la maladie par la suite. Donc tout ça, c'est un peu schématiquement la réflexion qu'on a eue, d'autant plus qu'on a mis en évidence, et ça c'est de vieilles études qui ont montré ça, qu'il y a des différences de prévalence en population en fonction si vous êtes dans une contrée industrialisée ou plutôt une contrée où il y a peu d'industrie, si vous êtes plutôt en milieu rural ou si vous êtes plutôt un citadin, et en fonction de ça, la prévalence de la maladie va être plus ou moins forte, et bien entendu, elle est plus importante en Occident et elle est plus importante dans les villes que dans les campagnes. Donc, pourquoi pas. Maintenant, c'est une maladie qui existe. On a des données depuis 300-400 ans. Donc, avant l'industrialisation, on sait qu'elle existait déjà. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même mettre en avant, c'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, c'est nos rhumatismes inflammatoires. Je vous ai parlé là de la polyarthrite rhumatoïde, mais on a d'autres rhumatismes inflammatoires, tels que les spondyloarthrites, qui regroupent les rhumatismes psoriasiques et les spondylarthrites ankylosantes, qui sont aussi, elles aussi, des maladies multifactorielles, avec une très forte part immunitaire et une inflammation qui va se faire, et un rôle de cytokines pro-inflammatoires qui vont médier et créer l'inflammation responsable de la maladie. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, si je reprends le scope de la polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'on a mis en évidence que cette maladie, il y avait une première phase qui est une phase préclinique. Il se passe des choses avant que la maladie apparaisse. Et ces choses, elles se passent sur un terrain génétique qui est connu et sur des facteurs qui vont apparaître par la suite. Ce que je vous disais à l'instant, c'est les facteurs environnementaux. Facteurs environnementaux, ceux qui ont été le mieux décrits, ce sont les infections, notamment au niveau de la bouche. On sait qu'il y a des bactéries de la flore buccale qui vont jouer un rôle, qui vont créer cette citrulination qui va être responsable de la production d'anticorps. Mais aussi, on sait que cette citrulination, elle se fait au niveau de toutes les muqueuses et elle se fait principalement au niveau pulmonaire, ce qui nous a amené à incriminer dans le rôle de la maladie le tabac. Et on a des études qui montrent qu'il y a un lien entre apparition d'une polyarthrite rhumatoïde et le tabagisme, le fait de fumer. Et on sait aussi que si vous continuez à fumer alors que vous avez une polyarthrite rhumatoïde, ça va aggraver la maladie et ça va être un facteur qui va être un facteur limitant à la réussite de la thérapeutique. Donc, c'est ceci de façon un peu plus complexe, avec le rôle de l'environnement qui va se faire, que vous avez ici, et tout le système qui va se créer, qui va entraîner l'apparition des anticorps. L'apparition des anticorps qui peuvent apparaître jusqu'à 8 ans, voire 10 ans avant le début de la maladie. Donc, ce phénomène est relativement long, et au bout d'un moment, ça va ressurgir au niveau des articulations, on va les retrouver au niveau des articulations, ces anticorps, ils vont créer une inflammation au niveau des articulations, et ils vont créer une destruction au niveau de ces articulations. Et donc, ce qui est important pour notre propos, et c'est pourquoi on s'est intéressé à la pollution dans cette maladie, c'est que vous le voyez, donc ces anticorps jouent un rôle ici. Il y a le rôle du poumon
qui est connu, donc le lien pollution, tabac, et etc., et poumons, était tout à fait logique, ce qui nous a amené à étudier cette problématique-là. Dans les spondyloarthrites, c'est quelque chose qui est beaucoup moins évident, beaucoup moins classique. Le multifactoriel est beaucoup plus limité dans la compréhension de la maladie, mais on sait qu'il y a une partie génétique, on l'a mis en évidence dans les années 70 avec le HLA-B27, on sait qu'il y a beaucoup d'autres anticorps aussi qu'on n'arrive pas à reconnaître à l'heure actuelle, mais on sait qu'ils sont présents. Et le rôle environnemental, on a du mal à le déterminer. On pense qu'il y a probablement un rôle infectieux qui se passe avec une première infection qui se fait et après l'organisme qui va reconnaître, qui va sembler reconnaître la bactérie, en fait, qui va reconnaître une portion de l'HLA-B27 et se retrouver, entraîner une auto-inflammation qui va se faire. Et une des hypothèses aussi, c'est dans le rôle environnemental ici dans les spondyloarthrites, c'est est-ce que l'environnement et notamment la pollution ne jouerait pas un rôle, et peut-être ce serait la pollution qui serait responsable des crises qui se produisent donc dans cette maladie, avec peut-être un rôle de trigger pour l'apparition de ces crises qu'on a du mal à expliquer. On sait qu'il y a un rôle psychologique qui joue qui rentre là-dedans, qui est important, mais pas que, il y a probablement d'autres choses. Donc on a mis en évidence un certain nombre de facteurs. Là, c'est pour la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit la silice ou autres, qui sont connus, le tabagisme qui est connu. On sait que le climat, l'humidité pourrait jouer un rôle aussi, que ce soit dans les polyarthrites rhumatoïdes ou dans les spondyloarthrites. Ce sont des choses bien connues. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui a été mis en évidence sur les pays urbanisés, non urbanisés, les zones urbanisées, non urbanisées, certains pays qui ont des prévalences qui sont beaucoup plus hautes. La géologie a été discutée et ces dernières années, on a mis en évidence le rôle des IBALT, ces agglomérats de lymphocytes que l'on retrouve, qu'on va notamment retrouver au niveau des poumons, qui pourraient jouer un rôle important dans la maladie, notamment pour le déclenchement de la maladie, pour le déclenchement de ce qu'on appelle la citrulination, et après pour le développement de la maladie elle-même par la suite, ainsi que pour les récepteurs des AHR. Je crois que j'y reviens par-dessus. Alors ça, c'était pour vous le définir, mais je ne suis pas sûr que c'est une très grande importance. Ça, c'était pour faire un overview de un peu ce qui se passe au niveau immunologique avec ces IBALT, avec ces lymphocytes T, ces lymphocytes B, qui sont des médiateurs de nos maladies, qui sont des médiateurs importants de nos maladies et qui vont entraîner par la suite la chronicisation de ces maladies. Et il faut savoir qu'actuellement, tous nos traitements actuels de ces maladies inflammatoires, ils ciblent ces lymphocytes T ou ces lymphocytes B. Donc, il y a des données dans les rhumatismes inflammatoires, que ce soit dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans les spondyloarthrites, sur les rôles des microparticules qui pourraient entraîner une sécrétion excessive de TNF-alpha, d'interleukine 1, interleukine 3, interleukine 17. Ça aussi, je pense qu'on vous en a parlé aujourd'hui. Et il faut savoir que ce sont des cytokines qui sont des cytokines clés dans le rôle de notre polyarthrite rhumatoïde ou notre spondyloarthrite. Donc, à partir de là, quand on sait que la pollution peut faire bouger ces cytokines-là, il est logique de se poser la question, si ça fait bouger ces cytokines-là, ça va probablement jouer un rôle dans nos rhumatismes inflammatoires pour l'apparition de rhumatismes inflammatoires, mais du fait que ce soit multifactoriel, donc c'est un rôle qui est obligatoire minime, mais qui va venir se rajouter au reste. Mais par contre, dans le cas des poussées, c'est peut-être un des éléments forts qui peut justement expliquer les poussées chez nos patients que l'on pense en rémission et qui du jour au lendemain vont se retrouver avec une maladie qui va être active. Donc, sur le système immunitaire inné, sur le système immunitaire adaptatif, ça vous le savez, vous l'avez vu aujourd'hui, donc ces modifications cytokiniques, donc qui peuvent être importantes. Après, il y a le stress oxydatif qui joue aussi un rôle dans nos rhumatismes inflammatoires. Ça, c'est de façon rapide, vous arrivez à lire, c'est parfait. Donc, c'est ce qui est présent dans la littérature dans nos rhumatismes inflammatoires. Vous voyez qu'en 2021, Adami montrait que l'exposition à un certain nombre de polluants allait être en relation avec des poussées de la maladie. Ça a été montré par la suite. Certains évoquent même une augmentation de l'incidence, une augmentation de la prévalence. Donc, il y a des liens qui commencent à se faire, des évidences qui commencent à se faire, donc ce qui doit nous amener, nous, à multiplier les études pour en faire une preuve vraiment certaine de ce rôle de la pollution.
Donc c'est pour ça qu'on a eu la réflexion, et je remercie donc Atmos Sud et je remercie Jonathan aussi qui nous a aidé à réfléchir sur cette étude-là, de comment on allait pouvoir essayer de transposer d'une part ce qui a déjà été fait en rhumatologie, mais surtout ce qui se fait de part et d'autre dans nos maladies, et essayer de mieux comprendre le rôle de cette pollution. Donc on sait que nos maladies, elles se présentent de façon chronique et elles vont se présenter par épisodes de poussée. Donc l'important, ce n'est pas de savoir s'il y a une relation entre l'activité de la maladie et la pollution, parce que finalement, on ne trouverait rien, ce n'est pas possible, puisqu'on va traiter nos maladies avec nos traitements. Si nos traitements sont efficaces, a priori, l'activité de la maladie, elle est limitée. Par contre, si on s'intéresse aux poussées, c'est peut-être différent que l'activité de la maladie, mais ça traduit finalement cette activité. Donc on s'est dit, on va prendre nos rhumatismes inflammatoires, que ce soit polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrite, et on va essayer de regarder au fil des mois combien de poussées ils font et quand ils font ces poussées. Et on va essayer de lier ça à la pollution, donc avec la pollution au domicile, en leur demandant où ils habitent, et aussi sur leur lieu de travail. Donc c'est l'étude qui est en cours, où on a pris 200 polyarthrites rhumatoïdes et spondyloarthrites dans le service. On est en train de les suivre sur 6 mois, et on mesure donc via Atmos Sud la pollution à leur domicile et la pollution sur le lieu de travail, tandis que nous, dans le service, on recueille cliniquement leur nombre de poussées, et on va ainsi pouvoir donner un résultat, savoir si leurs poussées sont liées à la pollution ou pas, sachant qu'on prend à côté un certain nombre de variables pour ajuster, qui vont être le poids, le sexe et un certain nombre de choses qui vont nous permettre de dire si ça vient influencer ou pas l'apparition de ces poussées. Donc voilà, c'était mon propos, qui aurait dû être beaucoup plus long si j'avais pu vous présenter les résultats de cette étude. Et j'en suis désolé. Non, on vous invitera pour la suite, donc si je comprends bien. Ouais. Merci en tout cas, je vous invite à l'applaudir. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'en avais une. Quand vous dites qu'il y a ce suivi donc personnalisé avec Atmos Sud, ça signifie qu'il y a des mesures qui sont réalisées chez les personnes avec des capteurs. Comment ça se présente cette question-là ? On va récupérer les données d'Atmos Sud sur le département. Pour l'air extérieur. Pour l'air extérieur, oui. Et donc, cette question de l'exposition intérieure aurait pu être ajoutée peut-être ? Ça aurait pu, on y a réfléchi, mais le problème c'était, et vous l'avez cité tout à l'heure, c'était passer par des capteurs personnels, oui. Mais le coût des capteurs personnels, quand on y a voulu s'intéresser, pour 200 patients, ça faisait beaucoup. Alors, on a une SensorTech, je vous le glisse au passage, dont la finalité, c'est d'accompagner les associations, ici beaucoup l'utilisent, mais on a aussi cette finalité d'accompagner les professionnels de santé. Alors 200, c'est beaucoup, mais voilà, il faut peut-être être un peu inventif, voir si on fait tourner ça, bref. Bon, je vois Alexandre qui opine du chef, il y aura peut-être une réflexion. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous coupe, avec très grand plaisir, moi je suis preneur. Très bien. Même si vous voulez faire un panel de 50 patients... Il est là. Je vous attrape après, il n'y a aucun problème. Bien volontiers. Pierre Gibelin. Oui, moi je voulais vous poser, merci pour cet exposé, et je voulais vous poser la question suivante. Vous avez lié à un moment donné avec l'atteinte pulmonaire les lymphoïdes et les BALT, ou IBALT, enfin VOLT, comme on veut. Est-ce que, parce que ça vous ne nous l'avez pas précisé, est-ce qu'il y a un lien entre pollution et justement ces réactions pulmonaires lymphoïdes de type IBALT ? Je ne sais pas à proprement parler, mais je dirais que le lien est probable, parce que sinon, comment la pollution pourrait intervenir si ce n'est par l'intermédiaire de ces formations lymphocytaires que l'on va retrouver au niveau du poumon ? Moi, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement, sachant que ça a été montré depuis de nombreuses années. C'est à ce niveau-là que se fait notre citrullination, donc, qui est responsable en partie de la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde. Donc il serait logique que ça soit à ce niveau-là aussi que ça intervienne. Alors après, peut-être que quelqu'un dans la salle en sait plus que moi là-dessus, mais il me semble. Bien, je vois que ça... Bon, vous étiez le dernier intervenant de la journée, Alexandre. Et puis peut-être après Alexis qui réfléchit à une question en guise de conclusion. On a évoqué ce matin le nombre de particules. À partir du moment où le nombre de particules, de très très fines particules, en grand nombre, pourraient rentrer dans l'organisme humain, d'accord, via les poumons,
est-ce que vous pensez que ça peut être une piste intéressante à regarder aussi? Parce que si oui, il faudrait qu'on s'organise, nous. Parce qu'on a effectivement des mesures du nombre de particules, à l'aéroport de Nice notamment, on en a dans différents sites, mais pas partout, quoi. Voilà. Mais fois 200, ça devient des millions d'euros, là. Voilà. On change d'échelle. Et ça coûte cher, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, déjà, est-ce que, par rapport à ce que vous savez là-dessus, sur tout ce qui est inflammation, etc., est-ce que ce nombre pourrait être quelque chose d'important ou pas, selon vous? Nos maladies, c'est les maladies inflammatoires. C'est une maladie immunologique médiée par l'inflammation. Moi, je pense que ce que vous êtes en train de me dire là, ça a un sens. Et probablement, ça peut avoir un lien avec cette inflammation. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant. Après, j'ai une formation d'épidémiologiste. Et ma formation d'épidémiologiste, elle me dit quoi? Elle me dit, pour les choses qui ont un effet qui n'est peut-être pas un effet majeur, c'est-à-dire très explosif, énorme, si vous voulez démontrer quelque chose, il faut un nombre de sujets très élevé. Et donc, si vous mettez ça en adéquation avec ce que vous venez de me dire, c'est le coût de la chose, ça va être un gros problème. D'accord? Donc, après, effectivement, il y a des modèles qu'on peut essayer de construire, on peut essayer de réfléchir à des modèles un peu qui puissent nous permettre d'avoir moins de sujets, mais il faut faire attention et être confronté à cette problématique-là. Merci. De rien, Merci. Alors, peut-être une dernière intervention de Romain Souveine, qui était inspiré par les capteurs, et puis on ira vers la synthèse de Barbara. Merci, je suis bon élève, donc j'ai pas une question, mais une remarque qui a déjà été soulevée. Mais effectivement, c'est une remarque d'un collègue à nous, c'est pas la mienne, mais en termes d'exposition des personnes, le microcapteur a toute sa place à jouer, parce qu'effectivement, on le met à la ceinture. On parlait, je crois, du projet Diams en début d'après-midi. Voilà. Et le microcapteur, certains mesurent très bien, d'autres un peu moins bien, ça avance, mais en tout cas, en termes d'exposition, il n'y a rien de mieux, ça ne remplace pas la station de mesure, mais ça permet de suivre une personne tout au long de la journée. Fois 1000 microcapteurs, on peut avoir vraiment de la donnée intéressante. Voilà. Ah oui, mais je suis pleinement d'accord avec vous. Et au moment de la genèse de cette étude, on espérait avoir des capteurs personnels, hein, leur faire porter. Mais c'est après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a comme argent pour pouvoir faire l'étude? Quelles sont nos possibilités? On s'est dit, il faut être réaliste, et malheureusement, voilà. En France, c'est souvent comme ça, et c'est malheureux. Ouais. Mais s'il y a la possibilité de faire autrement, je suis 200% preneur. Très bien. Écoutez, je vous propose d'applaudir à nouveau le professeur Roux. Merci.